Bonjour, le thème de la vidéo du jour, c'est identifier les paramètres d'un modèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez fait des expériences au laboratoire ou sur le terrain, vous avez observé des variables environnementales et vous avez un modèle. Maintenant, vous voulez ajuster les paramètres de ce modèle pour qu'il représente au mieux les données que vous avez collectées. On va voir trois cas. Le cas d'une simple droite, donc le modèle est juste une droite. Ensuite, on va étendre ça avec la méthode de l'inverse de Moore-Penrose, pseudo-inverse de Moore-Penrose. Et ensuite, on regardera le cas non linéaire, on est obligé de passer par une méthode itérative. Donc, le problème emblématique de cette question de l'identification des paramètres, c'est ce qu'on appelle la régression linéaire. Donc, la régression linéaire, c'est quoi? C'est trouver la meilleure droite qui passe à travers un ensemble de mesures. Donc ici, je vous ai préparé un petit exemple où on a un ensemble de variables x qui ont été mesurées, les variables correspondantes y, et on cherche la droite qui va passer à travers ces points. Donc on va chercher à identifier à partir de ces données, ça ce sont les données, les x et les y mesurés, on va essayer d'identifier les paramètres de la droite. Il y a plusieurs façons de résoudre ce problème, et la méthode que je vais vous présenter, c'est la formulation matricielle. Pourquoi je choisis cette méthode-là? C'est parce qu'elle est très générale, et vous allez pouvoir facilement la coder, et la coder également si vous voulez ajuster un polynôme, ou ajuster une fonction de plusieurs variables. Vous allez voir, c'est vraiment facile d'étendre l'idée. Donc, on a un vecteur de données qui contient, pardon, les valeurs x mesurées, on a les y mesurés, et ce qu'on veut, c'est trouver a et b tel que le y calculé soit le plus proche possible du y mesuré. Le y calculé, c'est a fois x plus b. Donc, on peut faire ce calcul de manière matricielle, de a fois x plus b, pour n'importe quelle valeur de a et b. Si on organise un peu les choses, on met les valeurs de a et b dans un vecteur qu'on va appeler p, et on va construire une matrice G qui va contenir dans la première colonne les valeurs de x et dans la deuxième colonne des 1. Donc cette matrice G, elle a un nombre de lignes qui est égal au nombre de valeurs de x ou y qu'on a mesuré, donc les nombres de données. Donc la première chose qu'on doit connaître, c'est le nombre de données. Donc je peux prendre la longueur du vecteur x et stocker le résultat dans une variable n. Et puis je vais générer cette matrice G qui va avoir n lignes et 2 colonnes. Donc pour ça, j'utilise la fonction once de NumPy. Et puis je dois lui donner la taille de la matrice. Donc entre parenthèses, je donne le nombre de lignes, virgule, le nombre de colonnes. Donc ici, j'ai créé une matrice qui contient que des 1. Et puis, ce que je veux faire maintenant, c'est mettre x dans la première colonne. Donc ça, c'est facile. Je peux juste lui indiquer avec l'opérateur crochet qui me donne les valeurs sur chacune des positions, que toutes les lignes et la première colonne, donc la colonne d'indice 0, je dois copier dedans les valeurs de x. Et voilà, ça y est, vous avez créé la matrice qu'on cherchait à créer. Pour trouver le vecteur des paramètres, on va utiliser maintenant la matrice pseudo-inverse de Moore-Penrose. Donc je peux écrire directement ma formule. Le vecteur des paramètres P est égal à, ici vous avez GTG puissance moins 1, donc ça va donner G grand T majuscule, c'est la transposée de G, fois G. Donc peut-être j'écris pas à pas, comme ça vous allez voir ce qui se passe. G transposé fois G, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une matrice carrée qui est la taille 2 par 2, et 2 c'est le nombre de paramètres qu'on a. G est une matrice qui est rectangulaire, qui a n lignes. Si j'avais 500 valeurs mesurées, j'aurais 500 valeurs de x et 501. Donc ça c'est une matrice qui est rectangulaire et qui peut avoir beaucoup de lignes. Ici c'est un petit cas avec juste 5 données. G transposé, c'est cette matrice qu'on a tournée, et la première colonne de G est devenue la première ligne de G transposé, et la deuxième colonne de G est devenue la deuxième ligne de G transposé. Donc si je multiplie G transposé par G, on obtient cette matrice carrée que vous avez ci-dessus.
Alors pourquoi c'est important? Parce que G est une matrice qui n'est pas inversible. Je ne peux pas directement trouver P en inversant G. En revanche, GT fois G est une matrice carrée, symétrique. Vous voyez, ici il y a 37,5 des deux côtés. Et cette matrice-là, je peux l'inverser. Et l'inverse, on peut le calculer avec le module d'algèbre linéaire linalg de NumPy. Il y a une fonction inv et qui permet de calculer la matrice inverse de cette matrice GTG. Comme elle est carrée, elle va s'inverser facilement. Si je fais ce calcul, vous allez voir, voilà, j'ai une matrice différente. Et si je multipliais cette matrice par GTG, donc je fais ici la multiplication de la matrice inverse par la petite matrice carrée que je vous ai montré avant qui est GTG. Donc à droite vous avez GTG et à gauche l'inverse. Vous voyez bien qu'on trouve une matrice qui est l'identité. On a des 1 sur la diagonale et on a des valeurs qui sont vraiment 0 ou très très proches de 0, 2, 10, moins 16 sur les termes non diagonaux. Donc ça c'est la matrice identité. Donc on a bien inversé correctement GTG avec cette formulation. Donc on a calculé le premier bout du pseudo-inverse de Penrose, GTG moins 1. On doit encore multiplier par GT, donc j'ai déjà presque ce qu'il faut. Et puis ici, j'ai plus qu'à multiplier par les données. Donc GT fois Y, je peux vous montrer ci-dessous ce que ça donne. Donc GT tout seul, c'est cette matrice qu'on a, hein, qui est toute allongée, qui maintenant a n colonnes et juste 2 lignes. Le nombre de paramètres, c'est les lignes, et le nombre de données, c'est le nombre de colonnes. Si je multiplie ça par le vecteur y, qui lui a n, donc le nombre de données lignes, le produit des deux, ça me donne un petit vecteur qui va avoir une taille 2 et qui est juste qui contient ces deux valeurs-là. Donc ici, j'ai une matrice inverse qui a une taille 2 par 2, je multiplie par un vecteur, donc ça c'est une matrice inverse qui a une taille 2 par 2, je multiplie par un vecteur qui a une taille 2, je vais trouver un nouveau vecteur qui a une taille 2. Et ça, c'est le vecteur des paramètres que je cherchais. Donc la première valeur, c'est la pente, 1.9, et la deuxième valeur, c'est la valeur à l'origine. Donc j'ai pris un peu de temps, mais ce que vous voyez ici, c'est la seule chose qu'on a besoin d'écrire pour résoudre ce problème de moins de carré. On a trouvé les paramètres qu'on cherchait. Alors pour se donner, pour vérifier que ça a marché, comment faire? On va faire un graphe. Je vais réafficher les données, je vais mettre des points pour qu'on voit les données. Donc ça c'est juste le graphe des observations, toutes les valeurs de x, les valeurs de y. Puis maintenant j'aimerais aussi rajouter sur ce graphe les valeurs de y calculées avec les paramètres qu'on vient de trouver dans cette pente. Comment on fait? Ben, les y, c'est juste ax plus b. Avec la matrice qu'on a écrite, il suffit de multiplier cette matrice par le vecteur des paramètres p, et vous voyez que vous allez avoir sur le premier résultat sur la première ligne, ça va être 4,5 fois a plus b fois 1. Donc c'est bien le y qui correspond à la position 1, y1 qui correspond à x1. Sur la deuxième ligne, on va avoir a fois 6 plus b fois 1, ça va être le y qui correspond à la position 2, et ainsi de suite. Donc le y calculé, c'est juste g que multiplie ce vecteur des paramètres qu'on a trouvé. Donc si je rajoute sur le graphe les y calculés et que je demande d'afficher une ligne, je mets ça sur le même bloc de calcul, ben vous allez voir qu'on va avoir la ligne qui se dessine, et on a bien la ligne qui passe à travers les données. C'est ce qu'on recherchait, c'est la ligne qui correspond au moins de carré. Donc pour vérifier la qualité de cet ajustement, on pourrait calculer l'erreur quadratique moyenne au carré. Et puis comment la calculer? Ben là, on a calculé déjà les YC pour les afficher. On a ces valeurs ici dans un petit tableau. Vous les voyez, 19,6, 22,5, 25,4, etc. Et puis on a les Y. Donc si vous calculez YC moins Y, vous avez les erreurs. En chaque point ici, on a l'erreur qui correspond à chacun des points. Donc le premier point, la droite est moins 0,4 en dessous de la mesure. Le deuxième point, la droite est moins 0,5 en dessous. Et ainsi de suite. Ici, la droite est 1,4 au-dessus. Donc ça, c'est les Y. C'est les erreurs en chacun des points.
On peut maintenant mettre cette erreur au carré, si on veut qu'elle soit que des valeurs positives, et calculer la moyenne avec les outils de NumPy. Donc, je vais prendre NumPy min, et ça va me donner l'erreur moyenne au carré sur les données. Donc, je peux la stocker maintenant, et j'ai une estimation de l'erreur que je fais avec ce modèle. Et puis je pourrais afficher cette erreur quadratique pour qu'on ait une mesure de la qualité. Ok, donc dans ce cas-là, avec les paramètres calculés avec l'inverse de More Penrose, vous voyez qu'on a une erreur de l'ordre de 0,61999, donc 0,62 on va dire. Est-ce qu'on aurait pu trouver mieux? Est-ce que cette formule de More Penrose, le pseudo inverse, nous donne bien le minimum? On va écrire un petit programme pour vérifier cette idée-là. Je vais le faire assez vite. Donc, on a d'abord calculé les paramètres optimaux avec la formule de More-Penrose. J'extrais le A optimal, donc c'est la pente optimale, c'est la première valeur de ce vecteur. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais générer d'autres valeurs de A entre la valeur optimale moins 0,5 et la valeur optimale plus 0,5. Donc ce vecteur A, ça va être un vecteur qui va contenir pas mal de valeurs entre ces deux extrêmes. L'idée, c'est de voir si ces autres valeurs de pente pourraient aussi être bonnes ou pas. Et puis ensuite, je vais faire une boucle. Et donc, je vais calculer l'erreur quadratique moyenne pour toutes ces valeurs de A. Donc, je crée un tableau qui va contenir ces futures valeurs erreurs quadratiques moyennes. Et puis, je fais une boucle où je crée un vecteur de paramètres dans lequel je change la pente et je garde l'origine qui est optimale, qui est à 10,9, et je modifie la pente. Je calcule les y comme tout à l'heure, et je calcule l'erreur quadratique moyenne pour cette situation-là, et je le stocke dans le tableau. Et puis je fais le graphe. Donc si j'exécute ça, qu'est-ce que je trouve? Je trouve quoi? Que ici vous avez les différentes valeurs de A possibles. Le A optimal, il était autour de 1,9. Il est représenté ici par la ligne rouge. Et puis l'erreur quadratique moyenne, je l'ai calculée pour toutes les valeurs de A, en gros entre 1,4 quelque chose et 2,4. Et vous voyez, on a bien le minimum qui se trouve pour le A optimal. Donc on a effectivement bien trouvé ce qu'on cherchait, on a bien trouvé le minimum de l'erreur quadratique moyenne. Est-ce que c'est pareil pour B? Je peux faire le même calcul, donc j'ai prévu un petit bout de programme qui fait la même chose. Je l'exécute. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne la même chose. Hein. Vous avez ici le B, donc j'ai pris le B optimal, donc c'était la valeur qui était là-haut, qui était à 10,9. J'ai pris la valeur du B optimal, et puis je fais une boucle en faisant varier le B depuis ce B optimal moins 0,5 jusqu'à plus 0,5. Je calcule l'erreur quadratique moyenne pour toutes les valeurs de B possibles, et puis je la représente sur ce graphe. Donc on trouve bien le B optimal qui est ici, qui est en bas. Donc on a en deux dimensions une surface qui est une espèce de cuvette, et puis on a bien trouvé en utilisant cette équation de More-Penrose directement en un coup, très rapidement, le minimum. Imaginez maintenant qu'avec nos données, on n'est pas très sûr, on ne sait pas si on voulait, si ça serait mieux d'ajuster une droite ou un polynôme d'ordre 2, donc de la forme y égale à x carré plus bx plus c, et qu'on aimerait tester les deux. Qu'est-ce qu'on ferait? Le plus simple, en fait, c'est de reprendre ce qu'on a déjà fait. Donc, on va résumer ce qu'on avait fait. On a construit une matrice G. Donc, je vais prendre ce morceau que j'avais déjà écrit ici. Je le ramène là. Je vais construire une matrice G et je vais l'étendre. Donc, c'est ça qui va être nouveau. Donc, cette fois-ci, au lieu d'avoir deux colonnes, parce que j'avais juste AX plus B, maintenant, je vais avoir les trois colonnes, une colonne correspondant au x carré, une colonne correspondant au x et une colonne correspondant aux constantes. Donc, il suffit que je rajoute ici un 3 et que je rajoute une colonne avec les x carrés. Si je fais ça, vous voyez, maintenant j'ai la première colonne, c'est 4,5 au carré, c'est 9. Donc j'ai fait x2.
de les mètres carrés. 4,5 ça donne 20,25. 6 fois 6 ça fait bien 36, etc. Donc la première colonne c'est les x carrés, la deuxième c'est les x, la troisième c'est les constantes. J'ai besoin de trouver le vecteur P, j'ai juste besoin maintenant de cette équation là. Donc on va résoudre le pseudo inverse. Je vais afficher le résultat pour qu'on voit ce que ça donne. Et voilà. Donc là maintenant, j'ai mon coefficient A fois x carré plus B fois x plus C. Je veux vérifier le résultat. Je vais juste prendre la petite partie qui est ici qu'on avait déjà fait tourner tout à l'heure. Donc le y calculé, c'est quoi? C'est juste G, à nouveau, cette matrice G. Maintenant, elle a les trois colonnes correspondant à x carré, x et 1 fois les paramètres. Les paramètres, j'ai les trois paramètres dans le vecteur P. Donc l'écriture matricielle ne change pas, mais le contenu de la matrice G et la matrice P change. L'erreur au carré, ben, ça va être calculé de la même façon. Et pour le plot, j'ai les x, les y, yc, ça ne change pas. Donc je peux faire mon calcul. Et vous voyez maintenant, j'ai une forme qui est un petit peu incurvée. Donc j'ai un polynôme d'ordre 2 que j'ai ajusté en simplement rajoutant ici cette colonne avec x carré. Imaginez maintenant que vous vouliez passer à ax3 plus bx carré plus cx plus d. Qu'est-ce qu'on fait? Comment vous feriez? C'est pareil, il faut qu'on rajoute juste une colonne. Donc on va passer à 4 colonnes, et puis on va mettre en colonne 0 bx au cube, en colonne, donc la première colonne c'est les x au cube, indice 0, deuxième colonne indice 1 c'est les x carrés, troisième colonne c'est les x, et la dernière colonne ça va être les 1. Le reste, inchangé. Ça calcule, même formule, c'est pareil. Affichage des résultats, même formule, c'est pareil. Et vous voyez quand on améliore les choses. L'erreur quadratique moyenne a baissé. Tout à l'heure, elle était à 0,61. Avec le cas de dimension, elle était autour de 0,2. Maintenant, elle est à 0,18. Donc après, on pourrait faire une étude sur quel est le meilleur modèle. Mais le gros avantage de cette technique, en passant par les opérations matricielles, vous le voyez arriver là, c'est qu'on peut changer très facilement le modèle. On va juste changer le contenu de la matrice G et on va pouvoir ajuster le modèle très facilement en gardant cette partie-là du code tout à fait identique. Dans cette dernière partie de la vidéo, vous allez voir comment ajuster un modèle non linéaire. Donc pour faire ça, je prends un exemple à nouveau qui est le suivant. On a des données de population de bactéries qui varient en fonction du temps. Donc vous avez ici un vecteur avec les données de temps, et n, c'est le nombre de bactéries pour tous les temps correspondants. Donc voilà le graphe, il ressemble à ça. Et ce qu'on aimerait, c'est trouver les paramètres de l'équation logistique qui permettent de reproduire ces données. Donc l'équation logistique, on l'a déjà vu plusieurs fois. Elle s'exprime comme ça, n, le nombre de bactéries en fonction du temps, c'est égal à n max divisé par 1 plus c fois l'exponentielle de mon rt. On ne peut malheureusement pas écrire cette équation en séparant et en mettant les paramètres à l'extérieur et exprimant ça de façon linéaire par rapport aux paramètres. Donc on est obligé de passer par cette régression non linéaire. Donc on peut pas faire comme on a fait tout à l'heure, on mettrait tous les paramètres dans un vecteur P et on ferait le produit d'une matrice G par ces paramètres. Ici on doit écrire la fonction et on va chercher les paramètres qui minimisent les 47 fonctions et les données. Donc la fonction, on l'a déjà programmée plusieurs fois, la voilà, c'est cette équation logistique, donc je peux l'exécuter, maintenant elle est connue. Et puis maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est l'ajuster sur les données. Trouver N0, Nmax et R, tel que ça s'ajuste sur les données. Donc c'est possible en utilisant un module de SciPy. From SciPy, on va importer ce module, il s'appelle Optimize. Et dans le module Optimize, il y a une fonction qui s'appelle CurveFit. Cette fonction, on va regarder vite la signature. En entrée, on doit lui donner la fonction qu'on veut optimiser. Donc ici, vous avez la description de la syntaxe
que optimize curve fit s'attend à avoir. Donc c'est une fonction dans laquelle les premiers arguments c'est le x sur le graphe, et puis il peut y avoir une série de paramètres derrière. Donc ce qu'on a écrit ici, ça correspond. On a la fonction logistique. La première valeur, on l'a notée t, mais c'est ce qu'il y a sur l'axe des x dans le graphe. Et puis ici derrière, on a tous les paramètres. Donc ça c'est le premier paramètre, donc on va le donner. On va dire je veux ajuster la fonction logistique sur mes données. Ensuite je dois donner les x et les y. Donc les x c'est ce qu'il y a en entrée de la fonction, c'est ce qu'il y a sur ce graphe sur le coordonnée x. Et les y, c'est quoi ici? Ben, c'est les n, c'est la population. Et puis les autres paramètres qui sont donnés ici sont optionnels. Donc on peut déjà faire une tentative d'exécuter la fonction avec juste ces paramètres. Est-ce que cela marche? Oui, ça donne déjà quelque chose. Qu'est-ce que ça a renvoyé? Alors on peut regarder à nouveau la signature de la fonction et chercher, et ça renvoie les paramètres, le vecteur des trois paramètres, il est donné là. Puis ici, ce que vous avez, c'est la matrice de covariance des paramètres. Donc ça va être utilisé pour estimer l'incertitude sur les paramètres. Je vais noter C comme matrice de covariance sur les paramètres, donc C indice P. Et c'est un peu la transition avec le cours de la semaine prochaine. Aujourd'hui, on ne va pas discuter bien ce que c'est que cette covariance. Donc, j'exécute cette fonction, je trouve mes paramètres, et j'ai un n0 qui était égal à 20. Donc, vous voyez ici à 0,5 on était au 60, là on est autour de 40, donc pourquoi pas. Le n max, c'est la valeur qu'on va atteindre au maximum ici, il me donne 175, ouais, pourquoi pas. Et le taux d'accroissement de 3,2. Ok. Donc on va faire un petit graphe pour vérifier que l'ajustement qui a été fait est correct. Donc je vais calculer, voilà, comme on le faisait tout à l'heure, les valeurs de y avec le modèle. Donc ici le modèle est non linéaire, donc je prends la fonction qui fait le calcul, je donne les valeurs de t où je les mesure, et puis je vais donner les paramètres. Les paramètres, c'est ces trois valeurs-là. En Python, il y a une astuce, vous pouvez, si vous mettez une étoile devant le vecteur, comme ça va sortir les paramètres du vecteur. Donc ici, je devrais rentrer n0, nmax r. Si je fais étoile p, ça va faire le travail directement et ça va décomposer ce vecteur p et remplir les valeurs n0, nmax et r. Donc ça va faire le calcul que je veux. Maintenant, il faut aussi que je calcule, que j'affiche le modèle sur le dessin, et l'accès. Je mets une ligne à nouveau, et on va voir ce que ça donne. Et voilà, bah c'est très bien. On a un ajustement du modèle sur les données. On a trouvé nos paramètres 20, 175 et 3,2 dans un cas non linéaire. Donc on est satisfait. Parfois, j'aimerais quand même vous dire que cette fonction ne va pas marcher si on part d'une valeur initiale. Parfois, cet algorithme ne trouve pas une valeur initiale qui est correcte. Donc on a intérêt à lui donner ici une valeur de départ, puisque c'est un algorithme itératif, qui est correct. Donc ce que va faire l'algorithme, c'est qu'il va calculer pour une certaine valeur de paramètres l'erreur au carré, la somme la moyenne des erreurs au carré, et puis il va itérativement modifier le vecteur P de paramètres pour que cette erreur se diminue. Donc on pourrait mettre des valeurs qui soient mauvaises ici. Imaginons que je mets 0, je mets un nmax qui vaut 1 et un r qui vaut 100. Il se pourrait que ça ne converge pas, vous voyez. Donc en donnant ici un nmax de 0, déjà un n0 de 0, le premier appel à la fonction fait qu'on va avoir une division par 0 et ça va faire planter le calcul de la fonction logistique. Donc ça ne va pas marcher. Si je mettais une autre valeur 1, mais qui est très loin de la valeur, des valeurs réelles qui sont là, vous voyez que l'optimisation ne converge pas et que les paramètres ne peuvent pas être estimés. Donc parfois, si vous ne mettez rien ici,
bah, vous allez pas trouver de solution. Donc dans ce cas-là, la méthode, c'est de faire à la main des essais et de réfléchir à la solution. Donc vous pouvez, ici vous savez que le Nmax, c'est la valeur vers laquelle on tend à la fin. Donc vous savez que le Nmax, il faudrait le mettre autour de 180, disons. La valeur initiale, vous savez que si on prolonge ça, ça devrait tendre vers la valeur initiale. Donc ici 40, 30, c'est assez logique. Si je mettais 10 pour avoir une valeur qui soit pas trop idiote, ça serait certainement acceptable. Et ensuite, le taux de croissance, bah, on pourrait vérifier ce que ça donne. Donc une façon de vérifier ça, c'est de faire à la main un graphe. Je vais le faire ici. Vous faites ce calcul-là à la main en prenant une valeur initiale comme ça. Donc ça c'est le N0, le Nmax et le taux de croissance. Et là on peut faire le graphe et regarder, voilà, bon, voilà. Ici j'ai la valeur finale sur le palier qui est à peu près bonne, donc le 180 c'est pas trop mal. Le 10 je vois pas ce qui se passe au début parce que j'atteins tout de suite le palier, donc le taux de croissance est beaucoup trop grand et donc ça va trop vite. Donc je pourrais mettre un taux de croissance plus petit. Si je mets 1, ah maintenant vous voyez le taux de croissance est trop petit, mais je vois que la valeur initiale là, elle est plus ou moins raisonnable par rapport aux données. Donc je peux ajuster un peu le taux de croissance de. Maintenant j'ai une solution qui est pas bonne, elle passe pas par mes données, mais elle n'est pas complètement loufoque, elle n'est pas partout à zéro, elle n'est pas complètement fausse. Donc là vous avez des valeurs initiales qui sont pas trop mauvaises, et on pourrait les mettre ici dans l'appel pour la fonction, lancer l'optimisation, et évidemment on retrouve les mêmes valeurs ici, on a le bon ajustement. Donc ça, c'est une étape qu'il faut parfois faire, de trouver une solution de départ qui soit pas trop mauvaise. Voilà, avec ça, vous êtes équipé maintenant pour ajuster des paramètres dans le cas linéaire et non linéaire. Et c'est tout pour aujourd'hui.